Aujourd'hui, je suis avec Jules Bourgeon. Merci de m'accueillir chez toi à Dijon. Merci à toi. Merci beaucoup. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, tu vois, on a bien mangé ce midi, je lui ai fait visiter un peu la ville, je crois que ça t'a plu quand même un peu. Beaucoup aimé, beaucoup aimé. Une Tu- belle surprise Dijon, plutôt pas mal. Je vous invite à venir découvrir. Donc, je vais te présenter rapidement. Tu pourras compléter ou corriger ce que je te dis. Donc, tu as 22 ans depuis une semaine. C'est ça. Tu as déjà investi dans un premier bien immobilier. Tu as, la semaine dernière ou il y a quelques jours, signé ton deuxième bien. Tu as fait, on va rentrer dans les détails de tout ça. Tu as fait une alternance au sein de la Fédération des marchands de biens à Annecy. Et tu as créé ta propre structure de marchand de biens, Exactement, tout récemment, tout ouais. récemment. Donc, c'est trois points qu'on va décortiquer tout au long de ce podcast. À l'origine, tu as fait des études dans le sport, tu as fait un parcours en STAPS, et au final, tu as pris un virage, on va dire, à 180 degrés pour te reconvertir, entre guillemets, très tôt dans ta carrière. Donc, je ne sais pas si on peut parler de reconversion, mais en tout cas, tu as décidé. Ni de carrière d'ailleurs, hein, On est au tout début, mais en tout cas, tu as décidé de mettre toute ton énergie au profit de l'immobilier. Est-ce que tu peux déjà peut-être commencer par te présenter et expliquer comment est-ce que cette transition du sport vers l'immobilier a opéré? Je crois que tu as déjà fait un bon tour, hein, mais alors comment donc oui, Jules Bourgeon, en effet, investisseur immobilier, désormais chef d'entreprise, ça me fait bizarre de dire ça encore. Et étudiant, enfin et salarié aussi, faire pas mal de choses en fait. Bref, quand il faut expliquer ça au banquier, des fois c'est compliqué. Mais en effet, moi j'ai commencé dans le sport, en fait après le lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mhm. Et j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours été passionné par le sport, donc je me suis dit, bah tiens, je vais tenter. Donc j'ai fait ça, j'ai fait première année, deuxième année, troisième année de STAPS. J'ai validé ma licence et en fait, sur la dernière année de STAPS, je me suis beaucoup intéressé à l'IMO en parallèle. Et bah, j'ai commencé à faire des visites. Alors, j'y connaissais pas grand-chose, hein, mais en fait, on y reviendra, mais je pense qu'on apprend beaucoup en faisant, on apprend sur le tas. Surtout Mhm. dans les métiers qu'on fait, on apprend énormément en faisant. Et donc, j'ai commencé à visiter. Un bien, deux biens, et puis là, je tombe sur un truc pas mal. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas. Mhm. Je fais une offre, l'offre est acceptée, bah ça y est, on est lancé. Premier bien, premier achat. Et donc là vient la question du financement, lequel je n'avais pas spécialement pensé plus que ça. Je me suis dit, bon, bah, on va tester. Et moi, j'ai une chance, c'est que je suis salarié à côté, enfin, j'étais salarié à côté de mes études quand j'étais en STAPS. Donc, J'avais un CDI. tu bossais à côté de tes études en STAPS. Exactement, j'avais un CDI à Leroy Merlin. Donc, pour ceux qui connaissent, tout le monde connaît Leroy Merlin. Mhm. Et en fait, c'est ça qui m'a permis, alors pas si facilement que ça, hein, mais c'est ça qui m'a quand même permis d'investir, parce que j'avais ce côté CDI, même si c'était un temps partiel. Mhm. Euh, on en reparlera, mais j'ai quand même fait plusieurs banques avant de pouvoir trouver Ah ouais? le T'en as fait combien financement. précisément? Je pourrais plus te dire, j'en ai fait... Plus d'une dizaine ou... non, pas autant quand même, j'en ai fait 4 ou 5. D'accord, jusqu'à ce que tu trouves un C'est financement ça. pour ce bien. Exactement. Et j'ai d'ailleurs fait une boulette sur ce financement, c'est que en fait, vu que j'arrivais du mal à me faire financer, je vais dire, bah, je vais réduire la part travaux pour Mhm. pouvoir emprunter moins au final et donc augmenter ma capacité d'emprunt. Et en fait, ça a été une boulette parce que tu te retrouves à devoir piocher dans le peu de trésorerie que tu avais. Donc en fait, les travaux avançaient au rythme des salaires qui rentraient. Ah ouais. Donc j'ai perdu un peu de temps comme ça. Et puis je serrais les doigts. En fait, dès qu'il y avait un salaire qui rentrait, bah hop, je l'envoyais pour alimenter les travaux. Donc ça a été un peu la galère à ce niveau-là. Mais ça fait partie du jeu, hein, de faire des erreurs. Et c'est Mhm. comme ça qu'on apprend. C'est Et clair. donc du coup, voilà, pour acheter mon premier bien IMO, tout à rénover, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas d'élec, il n'y avait pas d'arrivée d'eau, il n'y avait rien. Mhm. Tu es rentré tout de suite dans le vif du sujet, tu parles tout de suite de ton premier investissement immobilier. Moi, j'aimerais encore un petit peu m'attarder sur la transition du sport vers l'IMO. Est-ce que ça a été une rencontre qui t'a motivé à faire ta première recherche immobilière? Qu'est-ce qui a provoqué cet intérêt-là? Je me suis beaucoup formé en écoutant des podcasts. Euh, et en fait, c'est venu comme ça. Une passion qui est venue. Moi, j'aime beaucoup la pierre. Ouais, J'aime beaucoup l'histoire qu'il y a derrière l'immobilier. C'est ouais. vraiment ça qui me passionne. Donc, c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans, mais c'était pas du tout prévu, hein, à l'origine, hein. Le sport, rien à voir, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, Donc, c'était voilà, un petit peu par hasard, tu es tombé sur Internet, sur une vidéo qui t'a convaincu. c'est ça. Je me suis vraiment pris par passion par ça, plus que d'un point de vue économique. Alors oui, Ok. tu as de la construction de patrimoine, bien sûr, mais
vraiment par passion de la pierre, en fait. J'aime beaucoup ça. Le fait de revaloriser des biens qui sont anciens, Hmm. de redonner vie un petit peu à ces choses-là, c'est vraiment un truc qui me passionne. D'accord, ok. Ouais. Bien sûr que derrière, il faut une réalité économique, bien Hmm. sûr qu'il faut analyser tes trucs, tu peux pas acheter n'importe où, à Hmm. n'importe quel prix. Euh, mais ouais, ce qui m'a vraiment animé et pourquoi je continue aussi, pourquoi j'ai changé de filière, etc., c'est par passion. Ouais. Ce que je constate avec les primo-accédants, les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, c'est le plus grand challenge au début, c'est les psychologiques. On retrouve souvent ça, surtout pour des jeunes qui proviennent de familles qui n'ont aucun lien avec ce milieu. Toi, comment est-ce que tu as surmonté cette première barrière psychologique? Au début, j'en ai pas vraiment parlé, en fait. J'ai commencé à faire mes visites, mais je crois que la première visite, personne n'était au courant d'ailleurs. Personne n'était au courant. Ah ouais. Et en fait, c'est le jour où j'ai trouvé l'appart que j'ai acheté, du coup, sur lequel j'ai fait l'offre. Je dis, bah, papa, maman, j'ai fait une offre sur un appart. Sans même les solliciter avant? Non, non, ils n'étaient pas au courant. Et c'est venu comme ça. Et au début, je me dis, un appart, mais tu vas acheter ça avec quel argent? Hmm. Et au final, bah, ouais, je me suis donné les moyens de trouver le financement. Mais j'ai galéré, comme je te disais. Mais en fait, ouais, au début, je le disais pas parce que je savais que c'était incohérent. J'avais 19 ans. Donc il y a 3 ans alors. Ouais. Tu as acheté ton premier bien il y a Je 3 ans. l'ai pas acheté à 3 ans, mais j'ai commencé enfin, quand j'ai Mais, fait l'offre, ouais, c'était à peu près ça. hmm. C'était un petit peu long, mais grosso modo, c'est ça, j'avais 19 ans. Euh, et c'était, ouais, j'en parlais pas. Ouais, j'en parlais pas. Puis en fait, je connaissais personne dans l'immobilier aussi. Hmm. C'est-à-dire que j'avais personne qui en parlait, mais tu vivais dans les podcasts, en fait, tu avais l'impression d'avoir plein de conversations avec les gens. Ouais, Je ouais, sais pas c'est si tu as vrai. déjà fait ça, mais Si, tu as si. l'impression d'être dans le truc. Ouais. Et du coup, c'était ma façon d'apprendre, ma façon de communiquer. Mais non, j'avais Donc toi, jamais parlé de ça. t'as pas eu de frein psychologique par rapport au fait d'investir. Franchement, j'ai eu de la chance sur ça, ouais. Mm. Parce que pourtant, j'en ai eu beaucoup des croyances limitantes, mais sur le coup, là, je l'ai. En fait, ce qui m'a permis aussi, je pense, d'investir, c'est que j'ai entendu des gens qui l'avaient fait. Mm. J'ai vu des gens qui l'avaient fait, et c'est là où tu te dis, bah, pourquoi moi, je pourrais pas y arriver? Je suis pas plus con qu'un autre, Mm. normalement. Donc, si lui l'a fait, moi, je devrais y arriver. Et cette première offre dont tu parles, elle a été acceptée? Ouais, direct. Ouais. Donc J'avais pas une grosse négo et le prix était bon. ça a été ton premier achat alors. Ouais, c'était mon premier achat. Et quand tu as fait cette offre, tu avais déjà un préaccord bancaire ou pas Pff, encore? absolument pas. Non, non, non. Non, Explique-nous non. un petit peu comment tu t'y es pris alors. J'avais fait ça carré, je suis assez organisé, donc j'avais fait tout mon petit PDF, c'était tout Ok. beau, la renta, le secteur, tout est bien analysé. Bon, le banquier a à peine lu le dossier, donc j'étais un peu deg. Mm. Mais en fait, le banquier, ce qu'il va regarder, c'est vraiment ta capacité d'emprunt. À partir du moment où il se dit, bah non. En fait, moi j'ai eu le gros problème que j'ai eu au niveau des banques, c'est que j'étais étudiant. Et à partir du moment où en profession, ils me demandaient qu'est-ce que tu faisais en profession, je dis, je suis étudiant salarié. Et là, bah non, finance pas les étudiants. Mm. Et moi, il y a beaucoup de banques qui m'ont juste sur ça, sans aller spécialement plus loin, qui m'ont dit, non, c'est pas possible. Mm. Donc après, il faut trouver la bonne banque, il faut trouver le bon interlocuteur. Ouais. Et ça se fait, honnêtement, ça se fait. Je Mm. gagnais pas des milliers. Alors c'est pareil, au niveau de l'apport, c'était compliqué parce que donc, on entendait beaucoup, 110%, on peut tout faire financer, machin. Donc moi, je partais dans cette idée-là. Puis je me suis vite rendu compte que j'étais pas en rapport de force, hein. Mais donc toi, on va dire, tu as 4 banques qui te font un refus. Toi, tu te dis, bah non, il y a forcément une banque qui va accepter le dossier. Je continue à persévérer et je continue à chercher. Bah, c'est C'est pareil en étonnant fait, quand même. ouais, exactement, mais je crois que c'est Léo Blanchet, je sais pas si ça te parle. Léo Blanchet qui est investisseur aussi, et qui m'a beaucoup inspiré. Je l'avais entendu sur plusieurs podcasts, il m'a beaucoup inspiré. En fait, il était un peu dans la même situation que moi, il était alternant, je crois, quand il a commencé. Mm. Et lui, je crois qu'il a pas fait 5 banques, il a dû en faire une vingtaine. Et donc je me suis dit, bon, bah, tant que je n'ai pas fait 20 banques, Ah ouais, donc si je tu avais peux. ce Voilà. seuil-là de 20 Ex- banques. Exactement, en fait, tu dis, voilà, il faut y aller. Il y en a qui ont réussi, il faut se donner les moyens. Et ouais, mais ça n'a pas été facile. Bon, en fait, à partir du moment où tu te dis, ou mentalement, tu te dis que tu peux le faire, que certains l'ont fait, tu enlèves tes barrières mentales. Mm. Et alors, ça veut pas dire qu'à chaque fois que tu prends un an, tu prends quand même un coup, hein. À la fin, c'est dur, hein. Tu prends un an, 2 ans, 3 ans, tu dis, bon, bah, en fait, je vais jamais en voir le bout, laisse tomber, quoi. Mm. Et au final, ça l'a fait. Donc,
Tu as changé ta manière de pitcher le projet ou à chaque fois tu approchais les banques de la même manière? Ou est-ce qu'au bout de la cinquième fois, tu as changé la manière de faire et c'est ça qui a convaincu la banque? Non, même pas. Tu avais tout C'est... le temps la même approche, tu n'avais pas une Ouais. technique de négociation en particulier pour réussir à les Non, convaincre? non, j'étais très mauvais. Ouais. Non, j'avais rien de Ou alors tu spécial. as simplement réduit les coûts des Ouais, c'est ça. travaux? Bah, déjà, j'ai C'est... réduit. Mais je pense que en fait, ça dépend vraiment de la banque. C'est-à-dire que chaque banque a sa politique. Hmm, euh, et une banque peut te dire oui, pour l'autre banque d'en face, pour exactement le même dossier, va te dire non. hmm, Donc en fait, tu peux pas faire une généralité. Et avec ma situation, peut-être que dans une autre région, ça serait passé tout de suite, ou dans encore une autre, ça serait jamais passé, peu importe la banque. En fait, tu peux pas vraiment savoir à l'avance, c'est ça qui est triste. Alors tu peux quand même calculer ton taux d'endettement, mais en fonction de ta situation, certaines banques vont te dire non quand même. hmm. Donc ça, c'est compliqué. Tu peux pas, en fait, tu peux pas vraiment savoir avant de l'avoir fait. Après, c'est quand même toujours bien d'aller voir ta banque en amont, lui dire, bon, bah, voilà, j'ai un projet Bien sûr, bien sûr. locatif, etc. Et moi, ah oui, j'ai eu ce problème-là aussi. C'est que j'ai acheté du locatif, mais je n'étais pas propriétaire de mes RP. Et là, les banques sont Et réticentes. voilà, les banques disent, mais monsieur, vous n'avez pas de résidence principale, pourquoi vous voulez faire du locatif? Puis après, il y a l'âge aussi. Enfin, en fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et, mais bon, ouais, ça s'est fait. Faut trouver le bon interlocuteur dans la bonne banque, en fait. Et à Hmm. partir de ce C'est moment-là, du travail et un coup de chance en même temps, ouais, exactement. tout simplement. Comment est-ce que tu es tombé sur cette opportunité, sur les canaux de diffusion classiques, Mhm. j'imagine? Euh, Où est-ce que ça se trouve par rapport à ton domicile, par rapport à là où tu as grandi? Est-ce que à quel point c'est loin de chez toi? Quelles sont les caractéristiques de la ville dans laquelle tu investis? Et pourquoi est-ce que tu as estimé que c'était intéressant de se lancer dans ce projet-là? Tu m'en demandes beaucoup là. Non, où est-ce que j'ai. Bah, alors déjà, le bien était sur le bon coin. En fait, non, le bien était même pas sur le bon coin. En fait, en gros, pour t'expliquer, c'est un marchand qui a racheté l'immeuble, qui a redivisé en 17 lots, je crois. Ouais, En fait, c'était une ancienne école, beau bâtiment en pierre des années 1700, une ancienne école, qui était pas habitée depuis plusieurs années, qui appartenait à la mairie. Le marchand a racheté l'ensemble, l'a redivisé en appart, et il n'a pas mis tous les apparts tout de suite en vente. Il a mis un appartement. Et moi, j'allais pour visiter cet appartement. Et en visitant cet appartement, au final, j'ai visité d'autres appartements. Et il s'avère que j'en ai trouvé un qui était, c'était l'appartement en face, qui était un tout petit peu plus petit, donc un petit peu moins cher. Et donc c'est le plus petit de la copro. mhm, Et je me suis dit, bon, bah, on va commencer avec ça parce qu'au niveau budget, on sera mieux. Et donc en fait, il a jamais été sur le marché réellement, ce bien-là. mhm. Je visitais pas lui au début. Et comme quoi, des fois, il faut visiter parce qu'en fait, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Par sérendipité, tu te Ouais, retrouves à découvrir un bien pour lequel tu t'avais même pas conscience qu'il existait à exactement. l'initial. Ouais. Exactement. Et après, pour la ville, tu me posais la question aussi. La ville, c'est une ville en fait qui est pas très bien cotée sur Dijon. C'est Chenôve pour ceux qui sont d'ici. Et ça me fait penser, quand je dis ça, Maxime Waflart a dit une fois, pour acheter un bon bien, il faut, ça m'a marqué cette phrase, il faut alors je sais plus exactement, la pire ville, le meilleur quartier, le pire bien. Et c'est un peu ça. Donc redire? La pire ville, Ouais, le meilleur quartier, ouais. le pire bien. Ok, ouais, ça fait sens. Ouais. Et donc en fait, ça te permet d'avoir un prix du marché qui est assez bas, sauf que tu es dans la meilleure rue, donc tu es assez bien placé. Mm. Et tu es le pire bien, bah ouais, tu as bien rénové, c'est là où tu apportes toi ta valeur ajoutée. Mm. Et en fait, c'était un peu ça, c'était pas la ville qui fait rêver, par contre le quartier, C'était top. nickel, voilà, il y a une petite place, enfin, c'est Mm. super calme, tu as le tram à côté, très bien placé. Et le bien, bon, bah il n'y avait rien. Voilà. Et ouais, ouais, ça schématise assez bien la chose. J'ai fait les travaux, alors c'est pareil, travaux, je me suis dit, bon, bah, je vais économiser, je vais faire tout moi-même, hein. J'ai Ouais. pas le budget. Au final, je me suis vite rendu compte que j'avais mes limites et que bah, un artisan, c'est un métier. Tu savais faire quoi, toi? Rien. Concrètement, pas grand-chose. On a refait les sols, ça a été. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé de la pierre, parce qu'en fait, en fait, dans l'appartement, il y a une cave voûtée. Je te montre les photos. Il y a une cave voûtée en fait dans l'appartement. Ok. Et cette cave, je l'ai réaménagée en cuisine. En fait, c'est devenu la cuisine, c'est ça qui apporte un peu le cachet au Ok. bien. J'ai fait la peinture. Parce que D'accord. Leroy Donc, tu as quand Merlin, même mis la Leroy Merlin, main. je suis rayon peinture, donc je me voyais quand même fallait que je fasse la peinture. L'idée, moi, quand j'ai acheté ce bien, je me suis dit, je vais faire moi-même et je vais apprendre sur le tas. Et bon, alors après, économiquement parlant, c'est pas intéressant parce qu'en réalité,
tout le temps que tu perds à faire les travaux, c'est des temps de loyer qui rentrent pas. Donc économiquement, c'est pas forcément intéressant. Mais par contre, tu apprends. Et puis pour le budget que j'avais, c'est ce que je pouvais faire. Mais c'est très bien aussi pour avoir une idée de ce que ça peut coûter Mm. de se laisser faire ces travaux-là par Mm. d'autres artisans. Exactement. Parce que comme ça, tu te fais moins Et arnaquer. exactement, tu sais de quoi tu parles. Voilà, Et tout de exactement. suite, les gens te regardent différemment quand tu sais de quoi tu parles. Mm. Donc, moi, alors, je suis toujours pas capable de faire du placo. Hein. Mais par contre, tu sais ce que ça vaut, tu sais Voilà. combien de temps il faut Exactement. pour terminer le placo. C'est ça. Donc voilà, toutes les branches de métier autour du bâtiment, Exactement. tu as une idée plus ou moins précise de combien ça peut coûter. C'est ça. Et maintenant, je travaille d'ailleurs beaucoup avec des grilles de prix en fait au mètre carré de travaux. Plutôt que de faire des devis à chaque fois ou faire déplacer les artisans quand tu visites 10 biens dans la semaine, c'est quand même compliqué de le faire déplacer 10 fois. En fait, tu travailles avec des grilles de tarifs. Donc, je te donne un exemple à la con. Par exemple, si tu refais toute l'isolation, bah, tu comptes 100 euros du mètre pour ton isolation. D'accord, ok. Et ça te permet d'avoir des fourchettes assez précises, mine de rien, sans forcément faire déplacer à chaque fois et avoir un vrai devis. Alors, ça n'empêche pas de faire un vrai devis quand tu vas aller plus loin, hein, bien sûr. Mais ça te permet d'avoir déjà une première approche. Donc ce bien, tu l'as acheté, tu l'as retapé. Ça a duré combien de temps les travaux au final? Ça a duré 1 an. Non, un peu moins d'1 an. Je l'ai acheté en février. 1 an de travaux? Un peu moins. Pour 30 mètres carrés? Ouais, écoute, non, un peu moins. Ah ouais. J'ai acheté en février et j'ai le premier mois de loyer, c'est décembre, 1er décembre. Donc un peu moins, ça fait 9 mois. 9 mois de travaux. J'ai allé à mon rythme. Mais tu y allais vraiment là tranquille. En fait, c'est ce que je te disais, c'est que le problème, c'est que j'avais pas l'argent pour financer les travaux. Oui, Donc oui. j'étais obligé d'attendre le mois d'après pour pouvoir. Ah, d'accord, ok. Et donc ouais, c'était la galère. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et C'est bien, je la ferai dure. plus l'erreur. Ouais. Je ferai plus l'erreur. Parce qu'après, ouais, gestion de trésorerie, c'est super important. Surtout en marchand, d'ailleurs, on en reparlera après, mais c'est capital. Tu en tires un cash flow positif? Ouais, j'ai 300 euros de mensualité et j'ai mon loyer de 550. Ok, d'accord. Mais derrière, encore la taxe Tu foncière. rajoutes la taxe foncière, tu les rajoutes les charges de copro. Ouais, Au mais final, ça s'équilibre. je suis quand même, j'ai un léger cash flow à la fin Un de léger l'année. cash flow. Le but dans ce premier achat, c'était surtout de mettre le pied à l'étrier, j'imagine. Exactement. En fait, de toute façon, faut se dire que dans tous les cas, vous ferez des erreurs. Et moi, je veux faire des erreurs. Parce que si je fais des erreurs, ça veut dire que je les ferai plus après. Parce que c'est comme ça que tu retiens les choses. Tu te casses la gueule, bon bah tu le fais plus, tu te brûles, bon bah t'as compris que le feu ça brûlait. Et en fait, c'est en faisant des erreurs. Donc moi j'attends que de faire des erreurs. C'est plus j'en fais, plus j'apprends. C'est génial de faire des erreurs. T'as fait quoi comme autre erreur sur ce premier achat, à part les travaux? Bah tiens, hier on en a parlé. Je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup trop en provision pour charge. J'ai un loyer de 500 et j'ai 50 euros de provision pour charge. En fait, c'est énorme parce qu'on a tout refait, l'isolation, l'électricité, tout, les lecs. En fait, il va y avoir beaucoup moins. Donc, moi, je vais devoir rembourser à la fin de l'année le trop perçu. Et en fait, j'aurais pu me mettre à 530, plus 20 et plus t'aurais rien 20, déboursé. et j'aurais rien déboursé. Et pour le locataire, c'est la même chose, quasiment. Et là, du coup, tu te fais avoir, entre guillemets. Ouais, mais tu vois, t'apprends. Et après, bon, bah, tu le sais. Ouais. Mais ça change pas des masses non plus. Hein. Ça fait pas une différence énorme, mais mine de rien, à la fin de l'année, tu as quand même un petit delta qui n'est pas négligeable. Donc ça, tu vois, tu l'apprends en faisant, et tu l'apprends plus tard. Hein. Parce qu'au début, tu le sais pas forcément. Hein. Quand tu me parlais de charge de copro, au début, je sais pas ce que c'était. Hein. Syndic, je sais pas ce que c'était. Donc ça, tu l'apprends au fur et à mesure. Surtout qu'en plus, moi, j'ai acheté, vu que c'était un marchand, en fait, il créait la copro. Donc quand j'ai acheté, il n'y avait même pas de copro. En fait, lui, il l'a créé. Et en plus, j'étais le premier, moi, à acheter. Donc oui, tu savais pas trop à quoi t'attendre en termes exactement. de charge de copropriété. Exactement. Charge de copro, on savait pas. Elec, on savait pas parce qu'il y avait rien. Eau, on savait pas parce qu'il y avait rien. En fait, je partais de zéro, donc je pouvais pas vraiment juger. Et vu que j'avais pas de comparatif, bah, du coup, j'ai mis comme ce qui m'estimait être bien. Mais vu le prix, vu l'endroit, tu savais que tu faisais pas d'erreur, globalement. Exactement. De toute façon, en immobilier, je pense qu'on l'entend souvent, c'est emplacement, emplacement et emplacement. Voilà. Et après, moi, je rajouterais quand même le prix d'achat, parce que tu fais tout au prix d'achat. Enfin, au moment où tu achètes, c'est ça qui va déterminer derrière si c'est un bon investissement ou pas. D'accord. Et c'est un étudiant qui vit dedans? C'est un étudiant qui vit dedans. Bah ouais, c'est un étudiant qui vit dedans du coup depuis 1 an. Bah, c'est rigolo parce qu'en fait la semaine dernière il a eu une fuite au niveau de ses WC. Ouais. Alors, Jules le plombier est allé réparer les WC. Puis là, on a rediscuté, on a bu un coup ensemble, très sympa, on a une bonne relation. Ouais. Et
Et en fait, il me dit, Jules, est-ce que tu as prévu de vendre? Je dis, bah écoute, pour l'instant, pas spécialement, hein, pourquoi? Mmh. Il me dit, bah je me plais vraiment dans l'appart, je me sens super bien avec le Mmh. copropriétaire. Je trouve qu'il est parti en vacances avec le copropriétaire du dessus. Enfin, Ah ouais. et du coup, il me dit, bah écoute, moi, dans 2 3 ans, si tu as prévu de revendre, bah je te le rachèterai bien. Mmh. Je dis, bah ouais, pourquoi pas, on Mmh. verra. Mmh. Et enfin, c'est valorisant, je trouve, parce que ça veut dire derrière que tu as fait un bien qui plaît, tu as fait un bien qui Mmh. a du charme, tu as fait, enfin, le locataire s'y sent bien, et ça, je trouve que c'est valorisant par rapport au travail que tu as fourni. Ouais, au-delà de l'aspect économique, Exactement. c'est extrêmement gratifiant de se Ouais, dire, bah, là, j'ai contribué à ce qu'un étudiant se sente bien chez lui, quoi. exactement. Et enfin, c'est pour ça que je fais de l'immobilier aussi, tu vois. Mmh. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait, tu rénoves des trucs, tu crées de la valeur comme ça, et Mmh. c'est plaisant, quoi. Quand tu vois l'avant-après de l'appart, c'est. Et aujourd'hui, tu pourrais le revendre beaucoup, un peu plus cher que ce que tu l'as acheté à l'époque, Ouais, alors finalement. c'est pareil, vu que t'es pas dans une ville, comme tu disais, ultra huppée non plus, Mmh. je le revendrais, je ferais une petite plus-value, mais je ferais Mmh. pas 50 000 dessus, hein. C'est pas dans ton intérêt de le revendre, là, dans À l'immédiat, quoi. l'instant T, non. Mmh. Après, dans 5 ans, je risque pas de le revendre pour recréer un fonds de roulement, recréer un peu de trésorerie. Mmh. Ok, ok. Alors, moi, je sais pas si tu as réfléchi au montage juridique, fiscal, etc. pour ce premier bien, mais moi, personnellement, je trouve ça un petit peu délicat de commencer à se poser la question de savoir sous quel régime j'achète un bien, si j'achète sous une SCI, pardon, ou sous un autre régime fiscal. Pour moi, et tu me dis si tu es d'accord ou pas, j'estime que c'est trop tôt pour un premier achat immobilier de se poser la question sous quel régime fiscal est-ce que je dois acheter ce bien-là. Moi, pour moi, il faut d'abord tâcher de gagner de l'argent avant de se poser ce genre de questions-là. Alors, je ne sais pas comment tu vois les choses, si tu as acheté en nom propre ou est-ce que tu as fait un montage fiscal pour ce premier bien. Euh, Comment est-ce que tu perçois les choses par rapport à ce sujet? Moi, je pense qu'il faut maximiser déjà ton emprunt sur, enfin, tes invests en nom propre, avant de passer sur des sociétés ou des trucs plus complexes. Le nom propre, c'est facile. Hmm. Tu restes en particulier, donc s'il y a un problème, c'est pas la même responsabilité derrière. Hmm. Après, entre le choix du meublé et du nu, c'est quand même fiscalement, ça a quand même un gros impact. Alors moi, D'accord. je suis pas imposé, donc ça ne fera pas une différence énorme. Ouais. Par contre, pour la personne qui est très imposée sur ses revenus, ça fait une différence énorme. Oui. Donc il faut quand même se poser la question pour moi. Après, sur le coup, tu trouves assez facilement des infos euh, sur Internet, tu te renseignes, même, alors, je vais peut-être dire une bêtise, je sais pas s'il faut que je dise ça. Les agents immobiliers, des fois le savent, des fois ils le savent pas, Hmm. parce que eux-mêmes n'ont pas forcément investi non plus, donc ils savent ce que c'est, j'aime le meublé quand même, ils savent ce que c'est le nu, Hmm. mais les règles fiscales et ce que ça implique derrière, ils le maîtrisent pas forcément. Hmm. Euh, et pour moi, c'est quand même ton devoir en tant qu'investisseur de te renseigner. C'est comme si tu investis par exemple sur un placement classique, un ETF. Bah, tu vas te renseigner des frais, Hmm. tu vois. Pour le même ETF, t'en as un qui prend 3% de frais et l'autre qui prend 0,005. Bon, bah voilà. Pour moi, la fiscalité, c'est un peu la même chose. Tu vas te renseigner en amont de euh, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais être imposé sur mes revenus. Alors, il faut pas que par contre que ça t'empêche d'investir. Et c'est ça qui est délicat, c'est que. Mais il Hmm. faut quand même, pour moi, il faut l'anticiper. On en a parlé tout à l'heure aussi, mais il faut un minimum l'anticiper. Hmm. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, mais il faut pas que ça te freine à acheter ton premier Je te bien. rejoins. Et ça n'empêche pas le passage d'action. Hmm. Et de toute façon, tu feras des erreurs, tu peux le changer, hein. En réalité, tu fais du nu, tu peux le changer, un meublé. Alors, c'est plus délicat, mais tu peux le faire. Oui, Rien ouais. n'est fixe. Admettons, tu n'investis pas parce que tu redoutes un petit peu euh, de te faire trop taxer, mais tu n'as rien gagné parce que tu n'as pas investi, parce que Ah oui, justement, oui, alors là, je suis d'accord avec toi. donc Oui, oui, vaut oui, mieux faire une erreur, bien mais sûr, ok. Ouais, je vois où tu d'être veux en taxé venir. un petit peu trop Je vois où tu veux que en de ne venir. pas agir. Je vois où tu veux en venir. Ouais, bien L'inaction sûr. ne mène à rien, alors que l'action, tu peux te tromper, mais au moins tu avances. Je suis d'accord. Un J'avais idiot un pas. idiot Ouais, qui prend des décisions avance toujours plus vite qu'un intelligent qui ne prend pas de décision. c'est beau. Non, oui, je vois où tu veux en venir. J'avais pas vu cette partie-là. Mais oui, je suis 100% d'accord avec toi. Mais voilà, en tout Mm. cas, attention à ne pas brûler les étapes et se poser les mauvaises questions au départ. Ouais. Voilà, alors donc on a fait un petit peu le tour de ce sujet-là, de ce premier achat. Là, tu en as acheté un deuxième.
en t'associant avec quelqu'un. Ce premier achat, tu l'as fait seul ou tu t'es associé avec quelqu'un? Alors, premier achat, j'ai fait seul. Mm. Et deuxième achat, ouais, on a monté une SCI. Alors, on s'est posé la question aussi. Mais tu vois, là, on l'a anticipé sur le coup. On a vu un avocat fiscaliste avant. Alors, Ouais. oui, ça coûte un petit peu d'argent. Mais au moins, derrière, tu es serein Mm. et tes statuts ils sont clairs. S'il y a un problème, c'est clair. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut quand même un minimum anticiper. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut agir. En tous les Mais pour le cas, ça premier n'empêche bien, pas. Voilà. tu n'as pas fait cette démarche d'aller Non, voir non, un non, avocat, non, tu non. vois? Après, c'est moi. Alors, quand tu passes en SCI, c'est quand même plus compliqué. Si tu te fais pas. Oui, tu Enfin, fais pas voilà. ça. Mais en fait, nous, dans notre situation, moi, je m'associe à une personne qui est beaucoup plus âgée que moi. Euh, et en fait, on n'a aucun lien de parenté. Euh, donc, c'était compliqué du point de vue des banques de comprendre un peu notre situation. Euh, et c'est l'anecdote que je te racontais tout à l'heure. Les banquiers ils nous ont demandé, mais vous êtes en couple? Non, on n'est pas en couple, non. On n'est pas en couple, mais la SCI, en fait, ça dépend vraiment de ta situation. C'est pour ça qu'on peut pas faire une généralité, parce que, et pour moi, là, je suis d'accord que pour un débutant, on s'en fout. Enfin, c'est qui Mm. Mm. achète et puis on Et après, on verra, verra voilà. après. Et là, je suis On se d'accord rejoint qu'on alors. s'en fout, ouais. Pourquoi tu t'es associé à cette personne Pourquoi je me suis associé? Ouais. Bah, pourquoi je me suis associé? Parce que, alors déjà, sur ce bien-là, c'est pas le bien où je ferai le plus d'argent, c'est pas le bien le plus rentable, je le sais, j'en ai conscience. Par contre, derrière, c'est aussi une aventure humaine. Et pour moi, ça a tout autant d'importance que le financier. Parce que je pense qu'à la fin de ta vie, c'est ça que tu retiens. Et donc, en fait, on s'est associé parce que on s'entendait très bien et aussi on a des compétences parallèle, lui maîtrise très très bien les travaux. Moi, tu as bien compris que j'avais mes limites. Mm. Et moi, je vais plus maîtriser la partie financière, la partie administrative, la partie fiscale, etc. Ok. Et donc, on s'est un petit peu fait comme ça aussi. Il y a aussi des questions financières. Lui avait une meilleure capacité que moi. Mm. Euh, Sauf que lui est plus âgé, donc pour les banques, c'est quand même plus compliqué. Donc Mm. tu vois, en fait, on se complète assez bien à ce niveau-là. Ok. Parce qu'il y a la clé aussi, c'est de s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait. Là, tu achètes ton deuxième bien, tu as signé ton deuxième bien. Là, pour acheter ce deuxième bien, ça aurait été compliqué de l'acheter seul, étant donné que tu as encore le statut d'étudiant, tu travailles à temps partiel chez Leroy Merlin. C'était aussi pour ça, du coup, que tu t'es associé, et c'est aussi ça qui te permet d'acheter ton deuxième bien, là, j'imagine. Parce que seul, tu n'aurais pas pu le faire, là, on est d'accord. Bah, en fait, si, parce que du coup, j'en achète un troisième, et là, sur le coup, je suis tout seul. D'accord, Donc, ok. je peux. Et là, comment est-ce que tu t'y prends? Il y a une alternance qui rentre en compte. Là, je suis alternant. Ouais, Donc, j'ai mon CDI étudiant plus une alternance, ouais. plus déjà un loyer qui rentre et qui montre que bah, le loyer il est de 550, le crédit il est de 300, donc ça se passe bien. Ouais. Donc, mine de rien, ça, la banque, elle le voit. Euh, c'est ce qui m'a permis, et alors ça m'a fait rire la dernière fois, parce que en fait, donc, pareil, je trouve un bien vraiment, vraiment pas cher sur le coup. Je fais une offre, acceptée, machin. Et du coup, bah, je vais voir le banquier et je lui réexpose ma situation financière, etc., professionnelle. Et il me dit, bah écoute, ouais, pas de problème, pas de problème. En fait, ça allait super facilement. Hmm. Et j'étais étonné à la fin, je lui demande, et du coup, taux d'endettement, je suis à combien? Et là, il me dit, bah 13%. 13%? Mais il y a un problème. Et je lui dis, mais parce que l'alternance, vous prenez 100% en compte, parce qu'en fait, je pensais que l'alternance, vu que c'est pas un CDI, vu que c'est temporaire, je pensais pas qu'ils allaient le prendre entièrement. Hmm. Et en fait, si, elle l'a pris entièrement. Et c'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment des banques, parce que Hmm. toutes les banques ne le font pas. Alors, j'ai pas insisté, je lui dis, ah, ok. Je veux pas insister, hein. Très bien. Et donc, en fait, ça n'a pas posé de problème pour le deuxième, qui est au même prix, hein, que j'ai 45 000. Il est plus grand, il fait 35 mètres carrés. Et puis, il est mieux placé, il est à Dijon même. Ok. Donc là, c'est une belle OP aussi, une belle opération. Mais ouais, ça n'a pas posé de problème. Donc c'est pas impossible d'être étudiant et investir dans l'immobilier. Ah non, Parfois, du tout. avec la persévérance et avec Ouais, l'envie, on réussit à être presque propriétaire de trois biens bientôt. bientôt, dans une Bientôt. semaine. Ouais, Donc, on peut, tout est possible. Jules, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, ou du moins à ta manière, comment est-ce que tu définis la Fédération des marchands de biens et comment est-ce que tu définis un marchand de biens? Le marchand de biens, lui, il va intervenir quand généralement il y a des problématiques sur des ensembles mobiliers qui sont assez complexes. Alors ça peut être du squat, ça peut être
des problématiques d'urbanisme. Ça peut être un achat qui est conséquent en termes de chiffres et donc que les particuliers ne pourront pas sur le coup aller. Par exemple, on parle des fois de plusieurs millions. Donc en fait, le marchand de biens, il va généralement arriver quand il y a une problématique à régler et c'est là où il va faire sa plus-value. Donc, pour être un peu plus précis, ça peut être sur des immeubles à diviser, par exemple. Ça peut être sur des grands terrains qu'on va diviser. Euh, on a des lotisseurs aussi qui sont aussi marchands de biens, hein. Un lotisseur est un marchand de biens finalement. Donc voilà, le marchand de biens a plein de casquettes différentes, mais son cœur du métier, c'est de revaloriser l'ancien, contrairement au promoteur qui lui va construire du neuf. Moi, j'avais la vision un peu étriquée du marchand de biens qui améliorait simplement le parc immobilier, mais c'est pas que ça, il crée aussi du logement. C'est-à-dire que par exemple, il va pouvoir acheter un grand terrain et le diviser en plusieurs parcelles. Il va créer plus de logements, mais il va pas forcément améliorer le parc immobilier. Exactement. En fait, ouais, on en avait discuté la dernière fois, en effet. On a cette image du marchand de biens qui fait que de la rénovation d'appartements, par exemple. Mais en réalité, c'est pas, enfin, c'est même une minorité. Les vrais marchands de biens, les marchands de biens qui sont établis, généralement, ouais, ils créent du logement. Vous savez, des gros immeubles qui sont détenus en monopropriété, par exemple, si on prend l'exemple de l'immeuble, et qu'on va rediviser en plusieurs lots, et donc, en effet, on crée de nouveaux logements. Donc là, le marchand a toute sa plus-value à apporter, encore plus dans nos contextes actuels où bah, on le sent bien, hein, la construction est quand même difficile, les coûts des matériaux ont beaucoup augmenté. Nous, on va arriver comme une solution, alors pas nouvelle parce que le marchand bien, ça fait un moment qu'il existe, mais comme une solution, on va dire, différente et plus pérenne à long terme parce qu'on a beaucoup de logements qui sont vacants. Et construire, c'est bien, il le faut, mais il faut aussi réhabiliter ce qu'on a déjà. Hmm. Par rapport à la Fédération des marchands de biens, comme le mot l'indique, la fédération, elle fédère, donc elle réunit les différents marchands de biens de France. Toi, quelles compétences est-ce que tu as acquises pendant ce stage? Euh, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui te fait que faire un stage au sein, ou du moins une alternance, excuse-moi, qu'est-ce qui fait qu'une alternance à la Fédération du marchand de biens se différencie d'un autre stage dans l'immobilier? Alors moi, j'y allais vraiment pour développer l'assaut et pour me former en parallèle. C'était une occasion en or pour moi. J'ai eu beaucoup de chance et je remercie encore Eric de m'avoir donné cette opportunité. J'ai pu discuter en fait avec des centaines et des centaines de marchands de biens. Donc c'est des expériences différentes, c'est des manières de faire différentes. Et en fait, on a regroupé tout ça dans un même endroit qu'est la Fédé pour monter en compétences tous ensemble, pour partager ce qu'on savait faire, pour partager les erreurs qu'on avait fait aussi, parce que c'est super important. Et en fait, moi, je voulais vraiment rejoindre cet écosystème parce que je crois beaucoup au système associatif. Moi, je viens du milieu du sport, qui est un milieu qui est quand même beaucoup tourné autour de l'associatif. Et donc, j'ai été attaché à ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint la Fédé. J'ai rejoint une communauté de marchands et d'entrepreneurs euh, qui sont déterminés à faire du mieux qu'ils peuvent et qui veulent aussi redorer un petit peu ce blason de la profession. Euh, Parce que le marchand n'a pas forcément une très bonne image, on va dire, chez les particuliers. Et nous, derrière, bah voilà, on forme ces personnes-là pour leur permettre de faire leur métier au mieux. Éviter les erreurs, éviter de disparaître au milieu du chantier parce qu'il y en a eu, il y en a encore malheureusement. Et nous, voilà, faut qu'on arrive en prouvant qu'on maîtrise de quoi on parle et la Fédé aide à ça. Mais en quoi aujourd'hui ce réseau t'apporte quelque chose? Parce que donc tu as construit ce réseau, mais est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que tu as encore un contact assez proche avec les personnes que tu as pu rencontrer? Comment est-ce qu'on entretient un réseau pareil? Comment est-ce qu'on l'entretient? En se montrant. Parce que en fait, il n'y a pas de secret. Les meilleurs moments et les meilleurs moments qu'on se rappelle le plus, c'est pas les moments où on est au téléphone et on parle business. C'est les moments où on est entre nous, où on passe un bon moment, on boit un coup, et au final, c'est ces moments-là qu'on retient. Et c'est là où on crée le plus de réseau. Et ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, pour moi, c'est ça qui est primordial. Donc, faut être présent physiquement. C'est super important parce que c'est comme ça qu'on crée des liens. Il faut être présent. Comme toi, tu es venu à Dijon et on a créé un lien tous les deux plus que si on avait tout fait en visio. Moi, je trouve ça vachement important. Et après, ce que ça m'a apporté concrètement, bah, par exemple, moi, je sais que si demain je veux un financement, j'aurai pas de problème à trouver un financement. Parce que je sais chez qui je vais pouvoir aller toquer, que ça soit des particuliers qui sont prêts à financer en direct ou des plateformes comme du crowdfunding, euh, tout type de plateforme et de financement alternatif d'ailleurs. Donc ça, je sais que par exemple, ce sera pas un problème pour moi. À partir du moment où j'ai la bonne opération, attention, ça c'est bien sûr, si l'opération ne suit pas, les financements, même si on a le réseau, ça suivra pas non plus. Ça c'est évident. Qu'est-ce que ça a apporté d'autre? Ça m'a apporté des,
En fait, le fait de rencontrer des marchands de biens qui sont expérimentés, ça te permet de, quand tu as une question, quand tu as une problématique, de dire, OK, tiens, ça, il m'en a parlé la dernière fois, il doit peut-être avoir la réponse. Et donc là, hop, un petit message, un petit appel, ouais, salut, comment ça va? Tiens, dis-moi, j'ai une problématique là sur une OP, on en avait parlé la dernière fois, voilà, et hop, tout de suite, ça te débloque quelque chose ou ça t'ouvre une nouvelle opportunité de dire, ah oui, ça, j'avais pas pensé. Mmh, Et ça, tu peux pas le savoir si en amont, t'as pas discuté avec la personne. mmh. Donc en fait, ça se crée sur le long terme, mais ça peut t'apporter tellement en valeur le jour où tu en auras besoin. Et après, faut pas le faire. Alors moi, j'ai jamais fait du réseau en me disant un jour j'aurai besoin de lui. Faut faire du réseau parce que, enfin, faut communiquer avec les gens et faut échanger avec les gens parce que tu as envie de connaître leur histoire, parce que Bien ça te fait sûr. plaisir de discuter avec eux. Pas en disant bah tiens, dans 3 mois j'aurai besoin de lui. Ça marchera pas. Faut Mmh. vraiment, ouais, c'est pour moi c'est l'humain avant tout et le business vient après l'humain. Non, c'est un point important. C'est vrai qu'il ne faut pas y aller dans un mindset de piquer des idées. Il faut plus y aller dans un mindset de voilà, je vais essayer de connecter avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi et on verra si ça peut m'apporter des opportunités. Plutôt que se dire je vais me servir des personnes que je vais rencontrer. Donc ça, c'est super important parce que de toute façon, ça se ressent dans l'énergie de la personne. Est-ce qu'il y a est-ce que tu as découvert des méthodes d'investissement un petit peu différentes au sein de la Fédé? En fait, il y a pas de secret. Il y a aucun secret. Alors après, ce qui est difficile pour moi quand on se lance en marchand, d'ailleurs j'ai eu un post de Eric qui en parlait ce matin, c'est de faire la différence entre investisseur locatif et marchand de biens. Mmh. Ça n'a rien à voir. Euh, on ne calcule pas la rentabilité de la même manière, on ne prospecte pas de la même manière, on ne va pas avoir les mêmes acteurs, on ne va pas avoir les mêmes banquiers. En fait, ça n'a plus rien à voir. Donc pour moi, il faut déjà se former à ce niveau-là, ça c'est super important. Et après, la grosse différence, ça va être le risque aussi. C'est pas les mêmes prêts, hein. Alors, sur le marchand, je sais pas si tu sais, c'est des prêts in fine. Donc en fait, contrairement à quand tu vas faire un achat locatif classique, tu vas avoir un prêt amortissable sur 15, 20, 25 ans, et tu vas rembourser mensuellement tes intérêts plus ton capital restant dû. Le marchand, lui, ça n'a rien à voir. Le marchand, lui, alors il y a plusieurs types, mais c'est d'une fine. Donc en fait, la banque va dire, ok, tu as, je sais pas, 24, 36 mois pour revendre, et tu me rembourses à la fin. Et tu vas Ok. payer des fois les intérêts entrent, mais le capital, tu le rembourses une fois les lots revendus. Par contre, tu as une échéance, c'est-à-dire que si dans 36 mois t'as pas rendu, bah là, il va falloir trouver une solution, parce que la banque elle va venir te chercher pour te demander les fonds. Donc ça, faut le savoir. En fait, tu t'engages quand tu es marchand à revendre. C'est le but marchand de biens, donc tu calcules pas une rentabilité locative, tu calcules une rentabilité sur ton différentiel de plus-value, en fait, sur ton Hmm. différentiel entre ton achat et ta revente. Donc ça, c'est super important. Et après, pour sécuriser ces opérations-là, et ça, peu de gens le savent, en fait, quand tu n'es pas dans le milieu marchand, même les notaires, hein, pour vous dire, ne le savent pas tous, c'est que tu peux pré-commercialiser. C'est pas tu peux, c'est il faut pré-commercialiser. C'est-à-dire que moi, demain, je vais acheter un immeuble. Je vais dire, bah tiens, cet immeuble qui est détenu en monopropriété actuellement, je vais le diviser en 5 lots. Je vais signer, je vais faire l'offre, je vais signer le compromis, je vais viabiliser, je vais faire venir Enedis, je vais faire monter les colonnes, etc. Et pendant ce temps-là, je vais déjà remettre le bien sur le marché sans être titré propriétaire. Donc en fait, je suis encore sous compromis, mais je pré-commercialise quand même avec les commercialisateurs ou vous en direct, mais bon, généralement le marchand travaille avec des commercialisateurs, donc des agents immobiliers. Euh, et c'est là où tu vas tester ton marché finalement. Parce que si au bout de 3 mois de compromis, et qu'il te reste, je sais pas, encore 2 mois de compromis, tu te rends compte que tu n'as aucune touche, généralement c'est pas bon. Hmm. C'est pas bon du tout. Euh, et d'ailleurs, les banques vont te demander un certain taux de précommercialisation. C'est-à-dire que la banque elle va te demander, bah tiens, pour que je te finance, je veux que tu aies au moins 2 lots sur tes 5 qui soient déjà revendus. Donc que tu aies déjà signé des compromis, Ah, et elle ok. peut même aller plus loin, que tu aies déjà signé des compromis, purgés de tout recours. Donc, enfin, purgés de tout recours. Purgés de clauses en gros. Donc sans clause de financement, donc ils ont pas le choix d'acheter. D'accord. La banque peut te demander ça, encore plus en ce moment où les périodes sont un peu plus compliquées. Donc en fait, et c'est super important de pré-commercialiser parce que c'est ce qui va te sécuriser ton opération. Et Hmm. derrière, toi, tu vas aussi avoir des clauses dans ton propre compromis avec le vendeur qui vont dire, bon, bah, clause de financement ou clause de précom, il y en a qui mettent une clause de précom, et finalement, comme on vient de le dire, quand tu mets ta clause de financement, ton banquier va te mettre ta clause de précom, donc in fine, si t'as pas précom, t'as pas ton financement, donc ton compromis saute. Et des fois, mettre une clause de précom peut effrayer un petit peu les vendeurs. Donc on la met pas tout le temps. Ça dépend le marchand, comment il a l'habitude de travailler. Mais
mais c'est super important aussi de mettre ta clause de financement parce que c'est ce qui te sécurise. Et si, comme on disait, au bout de 3 mois, bah, y a rien qui s'est passé, t'as rien de revendu, et ben la banque te financera pas et donc tu pourras sortir l'opération. J'ai fait une petite erreur juste avant, je t'ai dit qu'on pouvait commencer les travaux. Les travaux, tu les commences qu'une seule fois que tu as réitéré, bien sûr. Tu commences pas les travaux quand tu es encore sous compromis. Par contre, tu peux engager certains frais comme des frais d'architecte, comme des frais Ouais, euh, de plan 3D pour pouvoir permettre à tes bien futurs sûr. acquéreurs de te projeter. Donc ça, c'est des frais qu'on peut engager nous et qui seront pas forcément, voilà, si l'opération ne va pas jusqu'au bout, bah c'est pour notre pomme, quoi. Ouais. Par contre, oui, tout ce qui est frais de viabilisation, etc., c'est à partir du moment où tu es titré sur le bien. Oui, il y a forcément un risque qui est inhérent à l'activité du marchand de biens. Il y a- il peut y avoir des coûts qui sont engendrés qui finalement ont été dépensés pour rien. Comme par exemple les Ouais. frais d'architecte, si jamais au final le projet ne devait pas aboutir. Donc ça aussi, faut le prendre en compte. Et donc tu disais que le banquier attend à ce que tu revendes le bien dans les 36 prochains mois. Alors ça dépend, en fait, ça dépend en marchand, quand tu achètes un bien immobilier, tu as, avec le code NAF marchand, tu as 5 ans pour revendre ton bien, ce qui te permet d'avoir des frais notaires réduits. Donc Mhm. tu t'engages à revendre dans les 5 ans. Donc ils sont Donc réduits à après, quelle alors hauteur ça, à peu près? comment? Ils sont réduits à quelle hauteur? Excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, en général, t'es à 2, 2,5 2,5 au lieu grand de maximum. 7,8 à peu près, hein. C'est ça, exactement. Si t'as pas revendu dans les 5 ans, tu redonnes ce que tu dois, hein. C'est-à-dire que, imaginons, bah, tiens, il y a un lot, ça se passe pas très bien, j'arrive pas à le revendre, et bah, au bout de la 5e année, l'État il va te dire, tiens, au fait, tu peux me redonner 5% en plus. Et donc là, tu vas devoir lui redonner 5%. Et ça aussi, ça s'explique par le fait que les frais de notaire portent mal leur nom. Dans les frais de notaire de Oui, 7,8%, en réalité, il y a plus de 5% qui revient à l'État. C'est pour ça qu'il y oui. a ce taux réduit pour les marchands de biens, parce que finalement, ils économisent une sorte de TVA sur les frais de notaire, en fait. Exactement. Alors, je sais pas si on peut appeler ça de la TVA, mais oui, c'est des frais en fait qui sont distribués aux collectivités, aux villes, etc. Il y a plusieurs échelles. J'ai plus les chiffres exacts. Mais de toute façon, en fait, toi, étant donné que tu t'engages à revendre, ton acquéreur lui paiera les frais de notaire à taux plein. Donc au final, ils sont Oui, gagnants dans tous les cas. oui, oui. Voilà, Il les retrouve, c'est ça, ils les ces retrouvent. taxes-là. Mais c'est comme voilà, quand en tant que professionnel, on achète une machine, ben, on va pas payer de TVA sur la machine. C'est pour ça que je parlais de TVA, même si le terme il n'est pas approprié, Oui. effectivement. Je vais te poser une question qui est un peu une transition par rapport au prochain chapitre que je veux aborder avec toi. En quoi est-ce que le travail à la Fédé t'a aidé pour démarrer ta propre activité dans l'accompagnement immobilier? Bah, je pense qu'on revient toujours au même, ça m'a permis de croire que c'était possible, tout simplement. Mmh. À partir du moment où tu sais que c'est possible, bah, tu as beaucoup moins de mal à te lancer. Donc je pense que c'est ce que m'a apporté en plus la Fédé. Après, ça m'a aussi apporté, tu vois, moi je suis associé du coup sur ma première boîte. Donc ça t'a apporté aussi quand même un réseau qui te permet de Ouais, t'associer. voilà. Moi, bon, on en a discuté. J'ai pas accès au financement parce que je suis néo-marchand et c'est très dur d'avoir accès à un financement. J'ai pas la trésorerie nécessaire pour faire du marchand à titre perso. Donc en fait, moi j'ai pas le choix de m'associer pour Mmh. commencer, pour me créer une petite trésorerie personnelle. Et après derrière, je vais pouvoir aller sur des opérations tout seul et des plus grosses opérations. Dans un premier temps, il faut commencer quelque part. Il faut accepter de prendre moins de marge sur ton opération, accepter de donner un peu plus de ton temps. Mais en fait, ça fait partie du jeu. Et dans 10 ans, bah, ça sera peut-être l'inverse. C'est moi qui financerai et ce sera un jeune marchand. Et j'adorerais faire ça parce que c'est donner l'opportunité à de nouveaux entrants, de nouvelles personnes, de les former correctement. Et derrière, euh, bah, c'est valorisant pour toi, c'est valorisant pour les biens que tu vas rénover, c'est valorisant pour tout le monde. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et après, bah, voilà, euh, la Fédé m'a aussi apporté des compétences. Donc moi, dans mon association, ça a été très simple, entre guillemets, de dire, de prouver à mon associé ce que j'allais lui apporter. Et j'ai d'ailleurs des dizaines de personnes qui m'ont proposé de s'associer, hein. Donc tu vois, ça m'a apporté quand même une certaine, alors je dirais pas notoriété, mais les gens ont conscience que j'ai acquis certaines choses en travaillant, en écoutant, en Mmh. participant à plein de séminaires, en étant en permanence avec Eric et plein d'autres marchands.
Ça m'a permis de, voilà, de me, j'ai pas le terme, mais Légitimé? voilà, exactement, une Mm. certaine légitimité dans ce que je faisais. Ouais. Après, il y a toujours ce problème de l'âge, hein. C'est aussi Ouais. une 22 barrière. ans. Ouais, je pense que vis-à-vis des professionnels notamment, des fois c'est compliqué. Et au début, moi, ce que je voulais faire, c'est prouver tout de suite que je maîtrisais de quoi je parlais. En fait, je me suis très vite rendu compte que c'était une erreur. Au début, je me disais, bah voilà, j'arrive, tiens, je vais dire, bah ça, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, le financement, c'est comme ça. Et en fait, tu perdais tout de suite l'agent immobilier parce qu'ils savaient pas de quoi tu parlais. Il faut savoir que les agents immobiliers ne connaissent pas la profession de marchand de biens, pour la plupart. Euh, donc c'est très compliqué de discuter de ça avec eux parce que ils ont pas tous les ressorts et ils comprennent pas forcément tout. Alors je dis pas, il y en a qui sont extrêmement bons et chaque agent immobilier a son type de. Il y en a qui font beaucoup de résidences principales, voilà, donc forcément ils n'ont pas les mêmes compétences. Mm. Euh, mais donc du coup, il faut vraiment cibler les agents avec qui on travaille. Et moi, j'ai complètement arrêté cette méthode, comme je te disais, parce que en fait, ça effrayait plus que ça ne rassurait. Ouais. Euh, donc maintenant, ce que je fais, si je peux donner un petit conseil aux jeunes qui veulent se lancer en marchand, écoutez. En fait, posez des questions, renseignez-vous, euh, renseignez-vous aussi sur la personne, sur sa vie personnelle. Créez un lien. En fait, on revient à l'humain avant le business, hein. C'est créer un lien avec cette personne. Euh, et ne cherchez pas à prouver et à surprouver que vous êtes capable. Euh, Juste, voilà, poser des questions. Ok, voyez ce que vous avez à voir. Et derrière, après la visite, c'est là où vous allez poser les chiffres, vous de votre côté, faire une offre qui est claire, expliquer à l'agent pourquoi vous positionnez de cette manière et pas de celle-là, pourquoi votre prix vous le mettez comme ça et pas comme ci. Ne pas hésiter aussi à lui demander, bah tiens, à combien t'estimes les lots à la revente, parce que Mm. lui, ça lui permet aussi de se mettre en avant. Euh, Nous, ce qu'on fait beaucoup en marchand, c'est toujours euh, redonner la vente à l'apporteur d'affaires. Donc, par exemple, toi, Stéphano, tu vas m'apporter un bien, tu vas me dire, tiens, là, j'ai un super immeuble, tu peux diviser, machin. Tu vois, c'est super, ça a l'air super bien ton truc. Bah écoute, voilà, on signe le compromis, moi je te signe des mandats derrière en retour, et toi tu vas recommercialiser tes propres lots. Donc en fait, pour l'agent, c'est tout bénef, hein, de travailler avec un Mm. marchand. Il prend la com à l'entrée, il prend la com à la sortie. Donc l'agent, il adore travailler avec le marchand. Par contre, là où il y en a qui aiment pas, c'est que c'est plus long. Généralement, les délais sont plus longs. Mm. Et bah, des fois, on fait perdre beaucoup de temps, malheureusement, pour une sortie qui se passe pas, parce que la pré-commercialisation ne s'est mal passée, et donc on sort du compromis. Et donc là, bah, potentiellement, l'agent a perdu 6 mois. Donc il y en a qui aiment bien travailler avec des marchands, il y en a qui aiment pas. Moi, je pense que pour un marchand, pour un agent, pardon, c'est quand même vachement intéressant parce que tu prends à l'entrée et à la sortie sans prospecter entre les deux, hein, parce que tu as quand même le temps de prospection, tu le comptes pas forcément. Le marchand va quand même gérer la plupart des trucs parce que c'est quand même lui le maître d'ouvrage. Donc en fait, il va juste faire le job de commercialisateur. Donc Mm. moi, je trouve que pour un agent, c'est quand même vachement intéressant de travailler avec des marchands, mais tous ne savent pas le faire. Oui, à condition que ça aille jusqu'au bout. C'est vrai que si ça va Bien pas sûr. jusqu'au bout, il y a la réputation de l'agent immobilier qui est en jeu. Parce que finalement, c'est pas l'agent qui aura perdu du temps, ce sera aussi le vendeur. Et C'est sûr, c'est pour ça, c'est délicat, ouais. le vendeur, il va assimiler l'agent immobilier à quelqu'un qui fait perdre du temps. Et donc après, le bouche à oreille va se répandre. Le vendeur en question va dire aux autres personnes que cet agent immobilier n'est pas compétent, il a choisi la mauvaise personne à qui vendre le bien, etc. Donc il faut toujours y aller avec des pincettes. Bien sûr, leur communiquer quand même que vous êtes marchand de biens, ou du moins que vous voulez commencer une activité de marchand de biens. Mais essayer de rassurer un maximum les agents immobiliers, je pense que c'est essentiel. C'est exactement, c'est essentiel, c'est créer des liens en fait, montrer qu'on est quelqu'un de confiance. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il faut le faire, hein. Après, il s'agit pas de montrer qu'on est de confiance et puis 6 mois après se barrer et disparaître, hein. Bien sûr, on est d'accord. Après, je pense que c'est aussi valorisant pour l'agent quand ça se passe bien. C'est-à-dire que, imaginons, c'est un immeuble qui est en ruine, qui est pas habité depuis 10 ans, et l'agent va choisir le bon marchand, va faire un super projet, va tout rénover. Bah là, c'est valorisant à la fois pour le vendeur, parce que lui, il a créé des logements aussi, il a fait partie de l'écosystème, Ouais. et l'agent, lui, a été acteur majeur, parce qu'il a sourcé les acteurs finaux, il a sourcé le marchand bien. Donc lui, pour sa réputation, à l'inverse, là, peut la faire vachement propulser. Donc en fait, tout dépend en effet avec qui tu vas travailler. Euh, et c'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est créer un lien de confiance, être avec des agents avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Moi, j'ai des agents, hein, qui avaient des bonnes affaires, mais où le feeling passait pas du tout. Et je Mmh. m'embête même pas, en fait. Des affaires, il y en aura d'autres. C'est pas grave. Par contre, j'ai pas envie de travailler avec lui. Parce que Mmh. je sais que ça se passera mal, parce que s'il faut lui courir après tout le temps, parce qu'il est jamais présent, bah, enfin non, c'est pas la peine. Donc choisissez avec qui vous voulez travailler.
expliquez-lui ce que vous faites un minimum, parce que c'est quand même important qu'il comprenne, même si on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Mais voilà, faut vraiment qu'il y ait ce lien de confiance qui se crée. Hmm. Non, c'est un super point. C'est un super point. Ne pas essayer de forcer les relations. Si on sent qu'il n'y a pas le feeling qui passe pas, que la personne va nous faire perdre du temps, vaut mieux lui rendre son argent à la limite et puis passer à autre chose. C'est mon cas par exemple à quelqu'un à qui on a un locataire à qui on a loué un logement. Il venait à peine de rentrer dans le logement, qu'il s'est déjà plaint des prestations, etc. alors qu'il l'avait visité 2 fois le logement, hein. On n'a pas cherché à comprendre, on lui a remboursé son argent et on a trouvé un autre locataire, c'était un logement qui se louait facilement. Donc parfois, il vaut mieux pas se casser la tête avec des gens qui viennent, qui viennent te mettre des bâtons dans les roues, qui viennent mettre du négatif dans ton quotidien. Donc ça, je te Tu touches, rejoins entièrement. ouais, tu touches quelque chose de vachement important, c'est la partie négociation. Et en fait, moi, je négocie jamais les coms des agents immobiliers. Parce que pour moi, c'est un métier. Oui, il y en a qui trouveront que c'est élevé, leurs commissions, etc. Mais si tu arrives d'entrée de jeu et que tu lui dis, parce qu'il y a des marchands qui le font, hein, j'en ai entendu qui le font, hein, que tu dis d'entrée de jeu, au premier coup de téléphone, vous êtes prêt à baisser vos commissions d'agence? Ça, c'est, Bah, l'agent n'a jamais envie de travailler avec toi. Enfin, c'est mort, tu te grilles d'entrée de jeu. Donc non, en fait, payer à sa juste valeur les gens avec qui vous travaillez, négocier c'est bien, mais négocier trop c'est contre-productif. Donc je pense qu'il faut toujours trouver un juste milieu là-dedans. Euh, et peut-être que la première fois, faut rien négocier. Parce que bah voilà, t'as fait ton boulot, j'ai pas à te négocier parce que voilà. Et puis bah la fois d'après, bon bah tiens, voilà, ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble. Est-ce que on peut pas rediscuter un petit peu de ta commission, l'amener différemment. Et si d'entrée de jeu vous cherchez à négocier, c'est mort. C'est pas la peine. ouais, ouais, et puis s'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé et qui lui ne négocie pas, bah là la personne elle est exclue d'office. Ah Donc mais vous vous grillez, tu te grilles direct, tu te grilles direct. c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Mm. On n'a pas vraiment parlé de la structure que tu as créée. En quoi elle consiste exactement cette structure et comment est-ce que tu aides les gens qui veulent investir concrètement? Alors moi c'est une structure de marchand que j'ai ouverte, c'est une société de marchand. Alors j'aide pas vraiment les gens à investir en fait. Moi je vais revendre les lots et je vais les accompagner pour les investisseurs locatifs. Ok. Donc par exemple si on reprend notre immeuble de 5 lots, bah, peut-être qu'il y en a deux où ça sera des primo-accédants qui veulent acheter pour eux, très bien. Et peut-être qu'il y en a trois autres, ce sera pour de la location. Et les particuliers n'ont pas connaissance de tout le système locatif qui est quand même assez complexe, hein, fiscalement. Il y a beaucoup de normes, beaucoup de règles, et nul n'est censé ignorer la loi. Donc s'il y a un problème, c'est à eux que ça retombe pas. Donc nous, moi, ce qu'on va proposer avec la société, c'est d'accompagner en fait cette personne-là aussi. C'est pas les laisser dans la nature et ça y est, j'ai fait ma marge, j'ai revendu mon lot, débrouillez-vous. C'est pas le but. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ok, voilà voilà ce que vous avez acheté, voilà le tableau d'analyse potentiellement de rentabilité, etc. sur du locatif. Donc c'est pour ça que le marchand, on en parlait tout à l'heure, c'est pas du tout pareil que le locatif, mais il doit quand même comprendre ce que cherche un investisseur locatif pour adapter son offre. Et donc pour revenir au point, du coup, nous on va accompagner, on va lui dire bah tiens, peut-être que ce régime fiscal, au vu de ta situation, va être plus pertinent. Euh, Peut-être que faire du Airbnb, pardon, c'est pas pertinent dans cet immeuble. Peut-être que, en fait, il y a plein de choses à voir qui sont assez complexes. Comment tu fais rentrer un locataire, comment tu écris ton bail. Enfin, il faut s'entourer aussi des bonnes personnes. Nous, on va pouvoir également les mettre en relation avec nos partenaires, que ce soit les artisans, que ce soit les notaires, que ce soit les experts comptables. Et donc, plus que accompagner, en fait, on fait pas l'accompagnement locatif, c'est Ok. plutôt on va accompagner nos acquéreurs. D'accord, ok, ok. Donc toi, ton activité, c'est surtout une activité de marchand de biens. Tu, C'est ça. En fait, c'est ouais, voilà, exactement. C'est ça s'arrête là. enfin, Ok. la- la- l'activité qui fait tourner la structure, c'est le marchand de biens. Hmm. Ok, donc bon, t'as 22 ans, tu te lances en tant que marchand de biens, tu fais partie des plus jeunes marchands de biens de France, j'imagine. Peut-être que tu en connais des plus jeunes, mais ça me paraît J'en connais des compliqué. plus jeunes, ouais. C'est vrai? Ok, bon, bah c'est que ça reste quand même un très petit pourcentage à mon avis. Est-ce que ton âge, il te met des bâtons dans les roues? Est-ce que quand tu arrives face à un agent immobilier, tu as l'impression qu'il te prend pas au sérieux? À premier abord, oui, potentiellement. Où tu l'as vu, moi je roule en petite C3. Donc quand tu arrives avec ta petite C3, ta gueule de minot, bon bah forcément,
t'as un premier a priori, et en France, mine de rien, on juge beaucoup aussi voilà, l'habit fait le moine, hein, malheureusement. Ouais, On est encore là-dedans. ouais. Euh, donc oui, après, ça veut rien dire en fait. C'est juste un préjugé. Et donc tu peux montrer une autre image de toi, une image professionnelle, une image compétente, une image de confiance, comme on échangeait tout à l'heure. Donc oui, on va dire que oui, être jeune dans notre activité peut nous mettre des bâtons dans les roues, on va dire, au premier abord, Ouais, mais à long terme, je pense pas. Si ouais. tu es compétent dans ce que tu fais, que tu arrives à créer des liens de confiance, il n'y a pas de problème. C'est là que je voulais en venir. Je pense que voilà, à premier abord, peut-être que ça peut mettre un frein, mais si derrière le discours est solide, le discours est professionnel, à mon avis, ces barrières-là, elles sautent assez rapidement. Donc il n'y a Mais pas de on est tous raison, pareils, hein, de toute façon. voilà, il n'y a pas Enfin, de... moi, je suis le premier aussi à, tu vois, quand tu vas voir quelqu'un arriver, bah oui, tu vas inconsciemment, mais des fois c'est inconscient, le juger sur sa tenue, sur sa voiture, Hmm. alors qu'en réalité, ça ne veut absolument rien dire. Mais on a tous inconsciemment ce petit biais-là. Mais après, il faut apprendre à connaître la personne. Et puis voilà, on change d'avis, on change tous d'avis. Hmm. Ça a été quoi pour toi les premiers défis dans cette activité de marchand de biens? Bah, moi, j'ai ouvert la structure tout récemment, hein, ça fait 3 mois qu'elle est ouverte. Donc là, je suis vraiment sur la phase de création de réseau, on va dire, qui prend énormément de temps avec un retour sur investissement qui est pas forcément là. C'est comme la prospection quand tu es agent immobilier. Hmm. C'est que tu vas investir beaucoup de temps, mais derrière, tu sais que bah voilà, tu crées des partenaires, tu choisis avec qui tu veux travailler, tu commences à créer ta notoriété dans ton secteur. Tu vois, là, j'ai discuté bah, justement à la FMDB là, ce week-end. Il y a un marchand qui travaille, qui est sur Besançon, qui me dit qu'un agent immobilier me connaissait. Hmm. Alors, je sais, il n'a pas su me dire qui c'est, mais c'est rigolo parce qu'en fait, c'est là où tu commences à comprendre que bah, rencontre du monde, visite avec des agents, crée des liens, et on parle à toi, en fait. Et le fait de parler de toi petit à petit, de te montrer présent, c'est ce qui fait que tu vas avoir voilà, une certaine crédibilité sur ton secteur. Que les gens vont venir après automatiquement vers toi. Donc au début, c'est un gros boulot parce que tu pars de zéro, hein. Ouais, bah Je oui. pense que c'est la phase la plus compliquée et aussi la plus passionnante parce que tu as tout à créer. Enfin, moi, j'adore. Euh, mais oui, c'est un gros boulot de prospection pour l'instant. Et après, voilà, faut identifier les premières opérations. Et je pense que dès que une, deux, trois opérations se sont bien passées, bon bah là, tu es quand même un peu plus installé. Les gens savent que tu as fait des belles choses et c'est encore plus facile. Mais c'est vrai que on va dire que le début en marchand, quand tu commences sur un nouveau réseau, que tu encore rien fait, il n'est pas si simple. Mais bon, il n'y a pas de raison que, comme tout, hein, il y a des autres qui sont arrivés, donc il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Hmm. C'est vrai que parfois il y a deux personnes que tu rencontres dans deux contextes totalement différents, mais qui finalement elles se connaissent. Et donc tu as tout intérêt bah, voilà, à construire ton réseau au fur et à mesure du temps, sans se poser des questions à savoir si cette personne-là va pouvoir t'apporter quelque chose ou non. Genre simplement voilà, se montrer, montrer qui tu es, te présenter. Par exemple, Émeric Georget, je l'ai rencontré en Corse pendant qu'il faisait le GR20, tu vois. Et Voilà. pourtant, tu le connaissais. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, le puzzle se construit. Et c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Rester toujours ouverte, toujours prêt à rencontrer de nouvelles personnes, surtout quand ça touche au domaine professionnel. Donc, Bah, puis surtout que le monde de l'immobilier, c'est quand même un monde qui est assez petit en réalité, hein. ouais, bah, c'est pour ça aussi. Des marchands, il n'y en a pas 10 millions en France. Donc en fait, on sait très vite qui est qui. On a des réseaux sociaux maintenant qui permettent de très vite aussi savoir ce que la personne a fait. Donc c'est un petit milieu, hein, donc faut pas se griller. Alors c'est ça qui est dur aussi, hein. C'est ça. C'est que c'est très long pour construire un réseau. Par contre, et créer des liens de confiance avec tout le monde. Par contre, à l'inverse, ça peut très vite aller dans l'autre sens. Il suffit que tu fasses une connerie avec une personne, t'es Mm. grillé. Et c'est pour ça que c'est assez dur hein, de travailler sur qu'un seul secteur, par exemple. C'est que faut pas te griller. Non. Faut être professionnel en fait. À partir du moment où tu es professionnel, normalement t'as pas de soucis, hein. Mais Mm. les gens qui sont pas pros, bon, ils Ouais. sont très vite grillés. Ah, mais c'est clair. Surtout dans les villes de taille moyenne, ça va très vite, Mm. hein. Le message se répand très vite. Moi, je pense par exemple à des promoteurs en Moselle qui ont mauvaise réputation. Ça devient compliqué pour eux de vendre leurs biens par la suite parce que bon, ils ont fait une OP où ils ont fait des grosses marges
mais parce que les matériaux utilisés n'étaient pas forcément de bonne qualité. Mais ça marche une fois. Si tu essaies de berner les gens 5, 10 fois, au bout d'un moment, le message va se répandre et plus personne ne voudra acheter tes biens. Donc c'est vrai que c'est un jeu risqué. Donc il vaut mieux toujours avoir Exactement. une image lisse le plus possible. Moi, j'aimerais commencer à conclure un petit peu notre échange. Euh, Juste avant de conclure, toi, quels sont tes projets personnels, immobiliers à venir dans les prochaines années? Alors moi, je me suis rendu compte que en 3 ans, ma vie avait radicalement changé. Donc en fait, j'arrive plus à me projeter sur des périodes assez longues. Donc moi, je te dirais plutôt dans 1 an, j'aimerais continuer à développer la structure. J'ai d'autres projets aussi entrepreneuriales avec potentiellement d'autres associés. Je peux pas trop en parler pour l'instant, mais qui devraient arriver et c'est un kiff aussi pour moi de développer ce genre de choses. Donc je vais être assez vague là-dessus parce qu'en fait, j'en sais rien. Pour être honnête avec toi, Hmm. j'arrive plus à me projeter à long terme. Je vis un peu maintenant au jour le jour. Je m'en suis rendu compte que en fait, c'est comme ça que j'étais le plus heureux et que des fois, se projeter à trop long terme, Hmm. dès qu'il y avait une chose qui se passait mal, on se prendait mal pour rien. Donc, vis au jour le jour, prends ce que tu as à apprendre à l'instant T, kiffe ce que tu fais en bien, enfin voilà, fais des erreurs. Ouais, vraiment, kiffe chaque moment de ce que tu fais, de chaque étape de ta boîte. Tu vois, moi, si je peux parler d'une chose, c'est, moi j'ai hâte d'avoir une équipe. Pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus valorisant parce que je trouve que le management, c'est une compétence que peu de gens ont, quoi, le bon management, qui est très très dur à développer, qui est très complexe, parce que l'humain est complexe par définition. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus valorisant que d'avoir une équipe avec qui ça se passe à merveille, qui sont fiers de travailler pour ta boîte. Et ça, pour moi, à moyen et long terme, Hmm. c'est vraiment quelque chose que je veux développer. Plus que gagner des millions, ça m'intéresse pas. Ne pas me payer pendant 3 ans parce qu'on lance la boîte, ça me dérange absolument pas. Hmm. Par contre, créer une dynamique de groupe, créer une dynamique d'équipe, ça c'est vraiment un truc que je kifferais faire. Non, mais je comprends. C'est vrai que le fait d'être entouré, de pouvoir partager les réussites, partager les échecs, Mm. c'est une autre dimension. C'est pour ça que Ouais, travailler exactement. entièrement seul, ça me paraît un peu triste dans le sens où, ok, t'as réussi à conclure un bon deal, mais t'as personne avec qui le fêter, il y a personne qui comprend ton délire. Mm. Alors que si t'as une équipe avec toi avec qui tu peux fêter ça, c'est beaucoup plus jouissif. Ouais, moi je sais pertinemment que je ferai pas de marchand toute ma vie, hein. Pour moi, c'est un levier. Parce que l'activité de marchand, pour moi, c'est l'une des activités où tu as le plus gros levier, hein. Soyons honnêtes. Encore plus quand tu pars de zéro et que tu t'associes avec les bonnes personnes, tu as un levier qui est monstrueux. Et pour moi, c'est juste une étape dans la réalisation d'objectifs que souhaite réaliser plus tard. Mais c'est une étape importante, c'est une étape que j'adore faire, hein, parce que ça fait partie Bien du sûr. processus. Mais c'est une étape. Je sais que je ferai pas ça toute ma vie, ou du moins je le ferai différemment. Je le ferai plus par kiff de rénover des bâtisses Mhm. extraordinaires que pour faire de la marche. Ok, tu dis tu ferais pas ça toute ta vie, mais qu'est-ce que tu dois faire après le marchand de biens? Trop de choses. Moi, je te dis, des fois c'est rigolo parce que en fait une semaine sur deux je suis à Lyon et quand je rentre le week-end à chaque fois j'ai plein d'idées. Donc tu vois quand j'en parle à mes parents c'est putain mais hier la semaine dernière tu faisais ça ça et ça et là maintenant c'est complètement autre chose. Tu vois là je me suis mis à écrire. Alors je me suis découvert une passion pour l'écriture. J'adore écrire. Je trouve ça passionnant Mhm. parce que ça te permet de te poser sur un sujet. Dans notre société où tout va très vite, te poser sur un sujet plusieurs heures et poncer le sujet, je trouve ça génial. Mhm. Donc tu vois, là, j'adore écrire. Moi, j'aimerais trop faire. J'ai écouté un épisode de podcast, je sais même plus qui c'est, la honte. C'était un épisode de légende, mais je sais plus qui c'est qui intervenait. Bref, j'ai envie de me mettre au théâtre. Mhm. J'ai toujours, en fait, j'adore le théâtre aussi, j'adore aller au théâtre, j'en ai fait, enfin, j'en ai pas fait quand j'étais petit, mais on en faisait je me rappelle, avec des copains, on en faisait. Ouais. Euh, et ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah oui, là, j'ai sorti aussi cette semaine que j'aimerais bien m'inscrire en licence de droit, alors que j'ai fait STAPS, C'est vrai que tu m'as dit. BTS, PI, et Mhm. là, j'aimerais bien faire du droit. Bah, tu vois, donc en fait, ça change tout le temps. Il y a Ouais. la moitié des trucs que je ferais pas, et puis il y en a que je ferais. Et en fait, et c'est pour ça que je te dis, vis au jour le jour, fais ce que tu as envie de faire à l'instant T. Et puis après, quand tu t'engages dans quelque chose, par contre, tu vas jusqu'au bout, quoi.
Hmm. Parce que quand tu achètes un bien immobilier et que tu te dis 3 mois après, bon, finalement, j'en ai marre de payer des mensualités, bon, c'est plus compliqué, quoi, ça marche pas. Ouais, Donc ouais, voilà, une fois que t'es engagé, mais ça t'empêche pas de faire plein de choses. ouais. Ouais, quand on est engagé dans un cycle, il faut y aller jusqu'au bout. Oui, Parce que sinon, si on mène des projets qui durent 6 mois et qu'on arrête, au final, on va stagner, on va pas avancer. Donc, Mm. c'est Bah, puis primordial. ta crédibilité en prend un coup, en fait. Tu sais, bah, le mec, il fait plein de choses, mais en fait, il fait rien. Ouais, c'est Il va ça. jamais au bout de ses trucs. Et c'est comme en marchand, et si bah, tu signes ton compromis, tu mets en vente, mais t'achètes jamais. Bah, c'est super, mais à la fin de l'année, t'as rien fait, quoi. Donc oui, il faut quand même aller au bout de ses idées, au bout de ses projets, c'est quand même important. Effectivement. Mais ouais, c'est un point important ce que tu dis, et on peut conclure sur ça. Il y a pas de ligne d'arrivée, c'est juste un chemin qu'on prend toute notre vie. Et donc il faut savourer chaque étape de notre vie sans se dire bah, il y a une destination finale. Non, il n'y en a pas. Il faut continuellement progresser, continuellement apprendre, continuellement être curieux. Et c'est ce que tu sais faire très bien. Et c'est ce que tu as l'air de vouloir continuer à faire en te lançant dans l'écriture, en voulant te lancer dans du droit, en voulant faire du théâtre. C'est des activités qui sont bien différentes l'une de l'autre, mais pour autant qui t'intéressent tout autant. Et c'est cette approche-là qu'il faut avoir dans la vie, de rester continuellement curieux et de ne pas se cantonner à un seul domaine d'activité. Et ne pas, parce que ça c'est vachement important aussi, et je pense que c'est ça qui freine beaucoup de monde. euh, on s'en fout du regard des gens. Tu vois, l'écriture, c'est quand même pas un truc qui te fait kiffer quand tu dis je fais de l'écriture, waouh, super. Ouais. Quand on te dit je fais du théâtre, waouh, ok, t'es un peu ringard, quoi. En fait, on s'en fout, genre, tu kiffes faire ça, fais-le. Tu vois, moi, quand je me suis lancé en course à pied, ça fait un peu plus d'un an que je cours maintenant, quasiment quotidiennement. Les gens me disaient, ouais, pff, c'est chiant, je préfère faire un foot, je préfère aller au basket, et je les comprends, parce que j'étais pareil au début. Maintenant, il n'y a pas un jour où je vais pas courir parce que j'adore ça, quoi. Donc, en Ouais. fait, écoutez pas ce que les gens pensent et ce que les gens. Chacun a son avis, chacun a sa vie. Faites ce que vous avez envie de faire et le reste, on s'en fout. Mais c'est dur de se détacher du regard des gens. Moi, le premier, j'ai encore beaucoup de mal, hein. Et en fait, ça vient avec le temps, je pense. Plus tu Ouais. fais, plus tu te rends compte que on s'en fout et en plus ça te permet de rencontrer des nouvelles personnes qui ont les mêmes passions que toi parce que bah, tu vas t'inscrire par exemple je sais pas si je prends l'exemple du théâtre tu vas aller faire du théâtre bah, tu vas rencontrer des gens qui font du théâtre et qui kiffent aussi ce qu'ils font et en fait chacun a son prisme de lecture et il faut pas juger quelqu'un parce qu'il fait ou parce qu'il a ou parce qu'il a pas d'ailleurs euh, ça veut pas dire que parce que tu as des millions que tu es plus heureux que le mec qui a rien à côté donc on s'en fout ouais. Faites ce que vous avez envie de faire. Parfait, Jules. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir échangé avec moi pendant plus d'1h20 maintenant, si on accumule nos deux échanges. C'était super intéressant, super enrichissant. Et voilà, je te souhaite le meilleur. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah écoute, on peut me retrouver. Alors Insta, j'ai encore un peu de mal. Tu vois, j'ai fait un compte Insta pour la société, mais c'est pas trop mon canal préféré. Je suis plus LinkedIn, parce que justement, on en revient à l'écriture. C'est vrai que j'aime bien partager un peu maintenant ce que je fais, qui je rencontre. Je trouve ça assez sympa. Le format est un peu différent, il est un peu plus long, on va dire. On passe plus de temps à lire, à découvrir une personne. Donc plutôt LinkedIn, Jules Bourgeon. Et je voulais aussi te remercier toi, Stéphano, parce que bah, je pense que tu as des différents projets entrepreneuriaux aussi qui sont géniaux, qui vont venir. Tu es très courageux aussi de te lancer dans des podcasts tout seul, tu as monté ton agence aussi, je pense qu'on t'en reparlera euh, peut-être dans un autre épisode, je ne sais pas. Mais voilà, plein de réussite aussi à toi, merci beaucoup pour l'invitation et au plaisir que tu reviennes à Dijon quand tu veux, qu'on se refasse un petit resto et une petite pétanque. Avec grand plaisir. Et toi, t'es le bienvenu en Moselle, hein, quand tu veux. C'est gentil. Merci beaucoup, à très vite. À très vite, Stéphano. Ciao. Ciao.